Pont-Neuf, Shlomo Malka. Pont-Neuf, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité du livre. Invité de Pont-Neuf, Lorraine Demeaux pour son livre « Une grande famille russe, les Gainsbourg » qui paraît aux éditions Perrin. Lorraine Demeaux, bonjour. Bonjour. Merci, je suis ravi de vous recevoir. Vous êtes historienne, spécialiste de la Russie, et vous consacrez ce livre à la famille des Gainsbourg, famille originaire de Bavière, qui s'est illustrée en Europe, en France et en Russie, à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle. Qu'est-ce qui vous a amené à ce sujet ? Alors, il y a un double chemin qui a été suivi. D'une part, j'avais travaillé je suis spécialiste de la Russie, j'ai beaucoup travaillé sur la Russie et l'Orient, et j'avais entrepris de travailler sur le judaïsme russe, les Juifs en Russie. J'avais un projet à ce sujet, un peu d'envergure, centré sur le 19e. Et puis, fatalement, quand on travaille sur les Juifs de Russie au 19e, on rencontre les Gainsbourg, qui ont fondé la communauté juive de Saint-Pétersbourg, qui sont parmi les fondateurs de la communauté juive de Saint-Pétersbourg. Donc c'est un nom illustre en Russie, extrêmement connu. Et puis ensuite, finalement, c'est aussi la rencontre avec des membres de cette famille, notamment Jean de Gainsbourg, et puis à travers lui et avec lui ensuite d'autres membres de la famille, qui m'a fait comprendre qu'il y avait un travail à faire à partir aussi des archives familiales sur cette famille, et donc de me lancer dans un projet non plus centré sur une histoire un peu large des Juifs de Russie au 19e, mais à travers le prisme familial des Gainsbourg, en croisant des sources familiales, mais aussi des archives publiques très très riches en ce qui les concerne, de retracer ainsi un pan d'histoire. Et comme vous venez de le dire, c'est un pan d'histoire en partie russe, en partie ukrainien aussi, mais en fait européen et français. Et donc, à travers ce fil qu'on déroule sur plusieurs générations, on peut retracer ici une histoire du monde ashkénaze, mais pas uniquement du monde ashkénaze, du monde ashkénaze au sein des entités dans lesquelles il évolue. Alors c'est un travail impressionnant, et on peut dire que d'une certaine manière c'est un travail de réhabilitation. Vous avez réhabilité le nom de cette famille parce que finalement c'est une famille illustre mais peu connue, qui est un peu oubliée par rapport à d'autres grandes familles. Oui, alors ça me touche que vous disiez ça, parce que la dimension de réhabilitation, elle est venue d'une façon un peu naturelle, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'avançais dans la recherche et dans la connaissance de cette famille, je me suis rendu compte de l'ampleur de leur activité, de leur rôle à la tête des communautés juives, comme Stadlan, comme intermédiaire entre les communautés et le pouvoir officiel, notamment au 19e en Russie, mais avant aussi à Vilnius, et en fait, et puis leur activité philanthropique, leur extraordinaire réussite économique, qui est celle que on connaissait de façon encore assez visible et lisible, puisqu'ils ont créé parmi les premières banques privées en Russie, mais aussi, voilà, une manière de faire rayonner leur culture juive, leur religion. En fait, ils sont extrêmement représentatifs de ce qu'on a appelé le siècle juif au 19e, la modernisation générale de cette période qu'est le 19e, et le rôle de certains individus dans cette modernisation vraiment touchant des sphères très variées. Alors, le patriarche de la famille, on peut dire, c'est Joseph Efzal, qui s'installe à Paris donc à la fin du 19e siècle. Il est lié, enfin la famille est liée avec les Rothschild, avec les Camondo, avec les Frucy. C'est une famille très proche. Alors, vous dites il s'installe à Paris. Il arrive à Paris en 1857. C'est très tôt.
Hein, on est vraiment au début du Second Empire. Les Camandos ne sont pas encore arrivés, les Éphrussi non plus. Voilà, et les Gainsbourg sont là, venant de Kamenets-Podolski. Donc, je trouve ça extraordinaire, ce passage de la province de l'Empire russe, la province de Podolie, puisque les Juifs n'étaient pas autorisés encore à ce moment-là à vivre à Saint-Pétersbourg, dans la capitale. C'est justement Herzl qui va aussi s'associer avec d'autres coreligionnaires pour demander cette autorisation. Mais donc, les voilà partis de Kamenets-Podolski pour venir à Paris. Et à Paris, ils vont très bien s'intégrer à la fois à ce qui est une forme d'élite économique typique du Second Empire, et aussi, en effet, ils vont devenir l'une des familles importantes de ce milieu parisien juif des grandes familles que vous venez de citer. Alors, ils sont extrêmement... ils figurent dans la chronique mondaine, ils reçoivent beaucoup, ils donnent des soirées, ils donnent des bals, et en même temps, c'est ça qui fait l'originalité de cette famille, en même temps, c'est une famille religieuse, attachée aux traditions qui marquent toutes les fêtes, qui marquent le Shabbat, etc. Et ça, c'est resté pour l'ensemble de la famille et jusqu'au bout. Alors ça, je ne pourrais pas parler pour tout le monde quand même, mais disons que c'est très émouvant parce qu'il y a une façade qui est celle d'Herzl qui arrive avec ses enfants à Paris et qui va faire construire un hôtel particulier sur la place de l'Étoile, l'hôtel de Gainsbourg, donc qui affiche une réussite et une capacité d'intégration à un mode de vie à l'occidental, avec tout ce que cela comporte, de sociabilité diverses et variées, d'opéra, de bal, etc. Donc des mondanités de ce type-là. Et en même temps, en effet, un maintien de la foi et de la tradition au sein de la famille, c'est-à-dire que dans ce fameux hôtel particulier où il y a des bals, où on a des chevaux, ils vont se promener au bois de Boulogne, etc. Il y a toute cette dimension parisienne typique de cette élite du Second Empire. Et en même temps, il y a la bibliothèque, qui est le cœur aussi de l'hôtel, avec un bibliothécaire, Seigneur Sachs, qui est venu avec la famille, qui va être en charge à la fois de faire rayonner cette bibliothèque, mais aussi de faire venir des intellectuels juifs, toute personne en fait qui peut contribuer justement non seulement à la tradition, mais au rayonnement aussi de la culture juive. Et cet aspect-là de la famille n'est sans doute pas du tout visible de l'extérieur. Et donc c'est émouvant de l'avoir retrouvé à travers les traces qui sont les mémoires familiaux, qui sont les correspondances familiales. Parce que si l'on regarde uniquement l'iconographie, les beaux portraits, si on regarde les photographies, si on regarde les listes d'intérieur, le mobilier, etc., on ne peut pas se rendre compte de cette dimension de maintien de la tradition très forte. Et elle est très émouvante, et c'est vrai que Herzl, dans son testament, l'a affirmé. Il souhaitait que ses enfants gardent leur foi. Tradition. Ouais. Et leur foi, effectivement, et c'est ça qui est propre, on va en parler tout à l'heure, il y a un esprit de famille. C'est aussi une famille lettrée, une famille qui aime les arts et la littérature. Vous racontez par exemple l'amitié avec l'écrivain Tourguenieff, et qui, il y a une amitié et en même temps il y a une proximité parce que il y aura une attitude bienveillante de Tourguenieff envers les Juifs au moment où c'était pas très en vogue d'être bienveillant envers les Juifs en Russie. Oui, parce que l'histoire de cette famille Gainsbourg, au fil des générations, elle nous permet aussi de comprendre comment la condition juive en Russie s'est détériorée, alors qu'eux avaient l'espoir d'une émancipation des Juifs et ils se sont battus de génération en génération avec beaucoup de courage et beaucoup aussi d'honnêteté. C'est-à-dire qu'ils ont vraiment tout fait pour cette émancipation. Ils ont pensé qu'ils avaient en face d'eux des partenaires honnêtes et qu'en faisant des efforts du côté de la communauté juive, c'est-à-dire en la modernisant, en l'intégrant davantage, en soutenant l'apprentissage du russe, etc., il permettrait finalement
avant aux Juifs de Russie d'être reconnus comme des sujets du tsar à l'égal des autres sujets. Mais dans cette autocratie terrifiante qu'est la Russie du 19e et dans son évolution nationaliste, plus on avance dans le siècle en fait, et à partir des années 1880, c'est encore plus patent, plus le pouvoir finalement joue un double rôle, notamment à l'égard d'Horace de Gainsbourg, le fils d'Hetzel qui est très actif. Voilà, l'amitié c'est Horace et Tourguenieff. Voilà, Horace et Tourguenieff prend des positions au moment des pogroms, etc. Voilà, alors qu'il est un des rares. En France, c'est des gens voient des lettres de Victor Hugo, etc., qui prennent la défense courageusement des Juifs dans l'Empire russe, mais en Russie même. C'était assez rare. En Russie, c'était rare. Il y a pas de... Disons que Tourguenieff, je me souviens plus exactement de sa date de mort, mais va mourir avant les grandes vagues de pogrom, il me semble. Donc c'est vraiment c'est une amitié qui s'inscrit plutôt à l'intérieur du règne d'Alexandre II, donc une période quand même d'espoir. Une période d'espoir pour les Juifs et qui va se solder par l'assassinat d'Alexandre en 1881 et le début des vagues de pogrom. Mais cette amitié avec Tourguenieff est surtout, je dirais, très emblématique de ce rôle qu'ont joué les Gainsbourg aussi à Paris comme soutien de la culture russe en général. C'est-à-dire que leur philanthropie et leur implication dans la vie culturelle ne se limitaient pas du tout à la vie culturelle juive. Ils ont soutenu le très grand sculpteur juif Marc Antokolsky, dont le nom est peut-être moins connu en France, mais qui est très connu dans le monde russe. Ils ont soutenu activement aussi plus tard Chagall, par exemple. Mais le lien avec Tourguenieff, c'est le lien qui se fait à travers une association des peintres russes que Horace soutient et qu'il accueille d'ailleurs dans son hôtel particulier de la place de l'Étoile, de la rue de Tilsit. Donc il y a un lien de rayonnement de cette culture russe dans le Paris des années 1870, à l'intérieur duquel les Gainsbourg jouent un rôle important. Et Horace est un notable de Saint-Pétersbourg. Il est en même temps, il est une figure connue et en même temps, il est le Stadtland, le représentant de la communauté juive de la ville, et il intervient de manière très directe. Alors, on parlait tout à l'heure des correspondances. C'est vrai que vous avez fait un travail impressionnant en retrouvant de nombreuses correspondance, et il y a cette lettre de Horace à son fils David. Je t'embrasse et te souhaite, et je désire que tu demandes ton cœur simple et agir sans prétention. C'est un trait de famille, ça aussi. C'est de rester quand même à sa place. Alors, rester à sa place, donner par l'écrit, parce que c'est extraordinaire que ces lettres soient conservées. Elles sont à la Bibliothèque nationale russe à Saint-Pétersbourg, dans le fonds Gainsbourg. Et quand j'ai ouvert les dossiers, qui ne sont pas inventoriés, donc j'ai pas pu consulter à distance la liste de ce que j'allais voir, je me suis rendu compte qu'il y avait plus de 1000 dossiers, dont la correspondance familiale. Et cette correspondance familiale est en français. C'est la langue utilisée à l'intérieur de la famille. Horace écrit en français à ses enfants et ses enfants lui répondent en français. Donc il y a cette langue, ce français très typique d'Horace. Et qui est typique aussi de l'époque. On parlait français assez couramment en Russie. Oui, c'est la langue de l'élite, et les Gainsbourg ont adopté ce français. Cette lettre que vous avez citée, elle montre en effet, d'une certaine façon, Horace assez inquiet pour son fils David. Il veut rassurer David. C'est que la période est de plus en plus difficile. David est amené à lui succéder, justement, avec, comme Stadtland, comme personnalité centrale de la communauté juive de Saint-Pétersbourg et plus largement de l'Empire. Mais David est un orientaliste, est un savant extraordinaire. Alors, David, c'est une personnalité très intéressante. Il est bibliophile, il est éditeur, il est orientaliste.
Il est sioniste aussi. Il est très proche des courants sionistes qui commencent à poindre dans la Russie de l'époque. C'est le début du sionisme et surtout David écrit un petit mémo qu'il adresse pour l'administration russe en leur expliquant ce qu'est le sionisme et pour leur faire comprendre que sioniste ne veut pas dire révolutionnaire, puisque à ce moment-là, toute activité de soutien, enfin de projection sur le territoire d'Israël, mais même une projection culturelle, un poème ou quelque chose, pouvait entraîner une arrestation avec sous l'accusation d'activité révolutionnaire, et donc c'était évidemment des peines graves qu'encouraient les Juifs. C'était une des manières de réprimer, en fait, c'était aussi là l'expression de l'antisémitisme de l'État russe, de réprimer et d'amalgamer comme ça revendication de la culture juive et révolutionnaire, et donc mise en atteinte de la sûreté de l'État et du tsar. Cet amalgame, David essaye très honnêtement de le démonter, et c'est je le cite dans l'ouvrage parce que c'est un texte non publié où effectivement il affiche son attachement à la terre natale, et il dit que pour tout juif il est normal d'être attaché finalement à Sion. Alors, on a vu que le père Horace est proche de Tourgueniev, enfin ami avec Tourgueniev, et le fils David, il est très proche de Hansky, l'auteur du D-Book. Alors, David est proche de Hansky, et encore plus un de ses frères qui est Vladimir. Vladimir qui va être le premier lecteur d'Hansky, Vladimir qui est un des fils d'Horace, très intéressant, très méconnu parce que n'ayant pas d'œuvre personnelle, à la différence de David, est établi à Kiev. Et c'est de là qu'il a soutenu en effet l'expédition d'Hansky, déjà l'expédition d'ethnographie d'Hansky dans les provinces juives de l'Empire, qui a été une expédition réalisée à la veille de la Première Guerre mondiale, très importante parce que matériellement ils ont photographié, enregistré, pris en note des traditions des shtetl diverses et variées. Et puis Hansky a aussi dans la foulée rédigé cette pièce qui est devenue un classique, le D-Book, et là aussi soutenu par Vladimir de Gainsbourg. Alors, on peut pas parler de tout parce qu'il y a la création de l'Hort aussi, l'émancipation au travail agricole et à l'artisanat également. Mais je voudrais qu'on dise un mot quand même de la révolution de 1905-1917. Comment la famille qui était liée au tsar et qui était notabilisée a réagi aux premières secousses révolutionnaires 1905 et 1917. Alors je dirais qu'en 1905, la famille, même si elle est liée au tsar, elle est liée au tsar dans le sens du fait qu'ils ont toujours essayé de défendre les droits des Juifs auprès des instances officielles. Mais déjà à ce moment-là, je pense que le lien est plus ou moins clairement perçu par les Gainsbourg comme étant un lien très déséquilibré. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte que malgré leur bonne volonté à eux, malgré la bonne volonté des membres de la communauté juive, ils se heurtent face à une administration sous Nicolas II qui va devenir de plus en plus antisémite, et à la faveur des pogroms, les délégations des Gainsbourg ou d'autres ne portent pas leurs fruits pour alerter et sensibiliser le tsar. Donc il y a déjà un lien quand même rompu à ce moment-là. Pour autant, évidemment, ils ne sont pas révolutionnaires. Ils restent, je dirais, légitimistes, entre guillemets, dans le sens où ils vont pas... mais ils penchent vers évidemment, ils soutiennent une évolution libérale du régime, et les fils d'Horace sont clairement plus proche du parti cadet, par exemple, qui cherchait, ou de Witt, qui était un des ministres, Horace est proche de lui aussi, qui aurait pu, finalement n'est pas allé au bout de sa logique, mais qui aurait pu convaincre le tsar et les autres ministres de libéraliser le régime. Donc ils sont quand même dans une recherche intéressante, évidemment, de modernisation de la Russie politique,
Et puis arrive 1917, et là, avec la révolution de février, puis d'octobre surtout, et les bolcheviks, les Gainsbourg sont clairement désignés comme les ennemis du peuple. Certains, notamment Sacha Alexandre de Gainsbourg, qui a été officier dans l'armée tsariste, est même arrêté, et c'est un miracle qu'il ait été finalement libéré. Alors, à ce stade, je fais un petit coucou à Jean de Gainsbourg, qui est l'arrière-petit-fils et qui aurait pu nous raconter la suite, et notamment tout l'épisode de la guerre et de la résistance, parce que c'est plus proche, non pas qu'il ait vécu la période, Alain, mais enfin son père Alain s'est engagé volontaire dans la France libre, cadet de la France libre, et c'est vrai que ce serait peut-être l'occasion un jour pour lui de venir ici parler de cette période plus contemporaine de la famille. Absolument. Alors, il y a un mot de Joseph Esvel à propos de ses très nombreux descendants. Lorsque je n'arrive pas à dormir, je compte les Gainsbourg. Parce qu'il y en avait quand même un paquet. Hein. C'est des familles nombreuses sur plusieurs générations. Oui. Alors, on parlait tout... Il faut dire aussi que Serge Gainsbourg n'a rien à voir avec la famille des Gainsbourg. Qui sait? Il faudrait des recherches généalogistes précises. A priori, non, mais le nom, de toute façon, montre qu'il y a un lien. Soit c'est un lien fictif, une famille qui a choisi de s'appeler Gainsbourg aussi en référence à cette grande famille, puisque les Gainsbourg sont porteurs du nom depuis le XVIe siècle. Oui. Alors, on va terminer sur l'esprit de famille. L'esprit de famille, c'est vrai que votre récit, c'est un peu l'histoire d'une famille, mais avec un esprit de famille très particulier. Comment vous définiriez cet esprit de famille? Cet esprit de famille, je dirais qu'il repose sur le sens de l'éducation des enfants, déjà. Il y a quelque chose d'extrêmement émouvant de voir ce qu'on peut observer depuis le début du 19e siècle, le père d'Hevzel, Hevzel et ses enfants, Horace et ses enfants, les enfants d'Horace avec leurs enfants, une éducation familiale, la prise en compte de la diversité aussi des esprits des enfants. Horace a un fils qui est artiste, Marc, qui va mourir très jeune de tuberculose, mais dont il soutient par exemple clairement la vocation artistique. Donc il y a ça dans cet esprit de famille, cet attachement aux individus, et puis il y a un attachement très fort aussi aux traditions, à la religion qu'il faut faire vivre en famille, avec cette dimension d'étude exigeante, parce qu'Horace était un talmudiste sérieux, et David, son fils, encore plus. Donc il y a cette dimension vraiment de l'étude, de l'exigence, du lien. Et puis il y a le rôle des femmes aussi. On n'en a pas parlé malheureusement, mais les femmes dans la famille jouent un rôle important. Elles sont des piliers de cette famille. Merci Lorraine Demeaux. Je rappelle le titre de votre livre, Une grande famille russe, les Gainsbourg, aux éditions Perrin. Bon dimanche à tous.